Bonjour Anaïs. Bonjour. Tout l'internet te connaît, mais pas sous ce prénom. On te connaît sous le pseudonyme Peytachnek. Oui, charmant. Donc là, normalement, tout le monde est en mode genre «Oh, c'est Peytachnek!» Comme moi, la première fois que je t'ai rencontré, donc à l'instant. Bienvenue, je suis vraiment ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Pour commencer, en fait, je voudrais que tu me racontes depuis quand tu tiens ce Tumblr au départ et cette page Facebook, Peytachnek, et d'où c'est venu? Alors, ça date de août 2012. Ça fait 4 ans bientôt. Et ça m'est venu. L'idée m'est venue après la vidéo de Sophie Peters en Belgique, qui avait filmé en caméra cachée ce que les hommes lui disaient dans la rue. Et j'ai été moi-même après poursuivi en voiture par un homme dans les rues de Marseille. Et du coup, pour la première fois, j'ai commencé à parler de ça avec mes amis. Et je me suis rendu compte qu'on avait toutes des choses à dire. Et du coup, l'idée de collecter les propos sur un blog, elle est venue de cette conversation entre copines, en fait, le moment où on en a parlé pour la première fois de notre vie, et où on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas admissible, et qu'on avait absolument toutes plusieurs anecdotes, enfin, expériences mauvaises ou pitoyables à raconter. Et c'est venu de là. Et c'est quoi ton métier? Enfin, à l'époque, tu travaillais dans quel secteur? Je suis graphiste, j'étais graphiste et je suis toujours graphiste en indé, et PTS, c'est un loisir chronophage, mais c'est un soir et week-end, en fait. D'accord, donc c'est vraiment... En fait, le truc qui me surprend toujours, c'est pourquoi on a attendu aussi longtemps pour en parler? Je me pose aussi la question en fait. C'est vraiment, moi j'ai eu une révélation avec la vidéo de Sophie Peters. Je me suis rendu compte que je le vivais et que c'était pas normal. Mais je sais pas, on vit avec ça, on a fini par l'admettre, je sais pas, par l'intégrer et même plus se révolter en fait. Et je sais pas pourquoi on n'en parlait pas plus avant. Je sais qu'il y a déjà des féministes des générations au-dessus qui en parlaient, mais c'était un sous-sujet en fait. Et maintenant c'est devenu un vrai sujet. Quand tu as lancé le... Alors, c'était un Tumblr au départ ou un Ouais, blog? Un un Tumblr, ouais. Tumblr. Ouais. Quand tu as lancé le Tumblr Peytachnek, tu l'as lancé sur quelle plateforme? Enfin, sur quel réseau? Moi, en fait, je l'ai envoyé par message privé sur Facebook à des copines, à une dizaine de copines. Et 5 jours après, ça avait déjà fait le tour de France, en fait, mais j'ai vraiment pas fait exprès, quoi. Ça s'est fait, ça a été complètement incroyable. Et moi, j'étais prise de panique pendant plusieurs semaines avant de commencer à m'organiser autour de l'afflux de témoignages. Mais je pensais que ça allait rester entre nous et que ça allait rester marseillais, peut-être. Et non, non, non. Ah oui, c'est pas du tout un problème marseillais, comme on s'en est bien Non, rendu non, compte non. très très vite. C'est Non, mais je un pensais que ce problème serait global. intime, que ce serait mon réseau de copines en fait qui participerait et puis que ça resterait un truc assez, oui, intime. Mais non, c'est comme ça touche absolument tout le monde. Là, au final, j'ai toute la francophonie qui témoigne sur PTS, quoi. C'est majoritairement la France, mais j'ai des témoignages de Suisse, de Belgique, du Canada. J'en ai même qui traduisent les phrases qu'elles reçoivent en Argentine, à Londres, etc. Enfin, partout. Toutes les femmes francophones en fait peuvent témoigner sur PTS. Et du coup, je me suis retrouvé avec des milliers de témoignages très rapidement. En fait. Des milliers, d'accord. Ouais. Mais comment tu faisais pour gérer tout ça, pour les mettre en ligne? Je pleurais beaucoup. je m'interdisais toute pause. J'étais en vacances à ce moment-là dans le Var et j'allais plus à la plage parce que je disais il faut que je poste tout au fur et à mesure. Je me sentais obligée de tout publier au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me détendre un peu et dire bon, je vais faire des vagues de publications. Mais je recevais 150 témoignages par jour au bout d'une semaine, quoi. Donc ça a été un sacré boulot au départ et puis il a fallu que j'apprenne moi à gérer ça en fait. Parce que c'était nouveau pour moi aussi, Ouais. quoi. Gérer ça, c'est-à-dire émotionnellement aussi? Émotionnellement, parce qu'effectivement, moi je lisais tous les témoignages en me projetant, quoi. J'imaginais entendre les phrases moi-même, parce que souvent ça me parlait vachement. Et puis gérer cet afflux et cette hyper-médiatisation d'un coup, alors que j'avais pas fait ça pour que ça buzz à la base. Et, il a fallu gérer le buzz du coup. T'as été sollicité par la presse assez Oui, vite? oui, vachement, oui. Oui, c'est vraiment le 5e jour, ça a été une explosion en fait. Je crois que c'est rue 89, enfin, rue 69 qui a fait un article dessus. Et à partir de là, ça n'a plus arrêté. Mon téléphone sonnait en permanence. Je sais même pas comment les journalistes arrivaient à avoir mon numéro de téléphone. Et il a fallu en 24 heures que je décide, est-ce que je reste anonyme ou pas, quelle est ma ligne éditoriale. À l'époque, j'étais même pas militante. Le militantisme, il m'est venu au fur et à mesure de PTS, justement. Mais il a fallu me construire un discours, je sais pas, il a fallu que j'improvise sur tous les plans, quoi.
Ça a été sportif au début. Et alors justement, c'est quoi ton parcours militant, ta construction militante? Tu partais d'où alors en 2012 si tu n'étais pas militante? Je partais de pas grand-chose en fait. J'ai une mère, qui se dit féministe et qui m'a toujours un peu distillé des bonnes leçons. Mais je me disais absolument pas féministe. Pour moi, c'était un truc d'énervé. Je refusais cette étiquette-là, je me disais égalitariste, quoi. Je disais effectivement, en tant que femme, je revendique ma place dans la société, mais je crois qu'on est tous passés par là. Voilà, on a toutes commencé par avoir un souci avec ce mot. Et puis c'est à force justement que des journalistes me demandent mon avis. Comme on ne me l'avait jamais demandé jusque-là, je m'étais pas vraiment posé la question. Et on me demandait souvent, est-ce que tu es féministe? Je disais non. Pourquoi t'es pas féministe? Je sais pas. Et j'ai commencé à me renseigner, à bouquiner, à rentrer dans des groupes Facebook féministes, à ressortir de certains groupes parce que ça m'allait pas. Et petit à petit, j'ai commencé à me construire un discours, à me rendre compte qu'il y avait des courants féministes qui me convenaient et d'autres pas. Et j'ai pris confiance dans mon discours. Puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais juste toujours été féministe, mais que j'étais fâchée avec le mot, quoi. Et je me suis réconciliée avec le mot. Et maintenant, c'est une grande histoire d'amour. Tu dis que tu es sortie de certains groupes. Dans ton parcours militant, quels sont les obstacles que tu as rencontrés? Quelles sont les difficultés un peu auxquelles tu as été confrontée? Il a fallu remettre en question tout ce que je croyais savoir. Déjà, ça, je crois que c'est le plus gros obstacle. Il y avait des sujets sur lesquels j'avais un avis et je me suis rendu compte que je me plantais complètement. Donc, des fois, c'est un peu, on peut trouver ça un peu violent de se remettre comme ça en question tout ce qu'on a toujours cru savoir. Et puis, il y avait aussi accepter de rester à sa place, en fait, avoir conscience de sa propre place sur certains sujets, accepter de la fermer et d'écouter quand on n'est pas directement concerné. Au début, ça me paraissait super énervé. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que comme ça que ça pouvait fonctionner, en fait. Et du coup, ben voilà, quand on parle, je sais pas, d'appropriation culturelle, de racisme, d'homophobie, tous les sujets qui, moi, me concernent pas directement, j'ai appris à me placer en position d'apprenti. Et de me mettre à écouter simplement. Et au fur et à mesure, plus tu écoutes des témoignages de gens concernés, plus tu remets en question des millions de choses en fait. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la pilule rouge. Moi j'ai l'impression d'être tombée dedans et de ne plus pouvoir retourner en arrière, quoi. Avec Pays Tachnek, tu t'es rendu compte de la force du témoignage en fait. Oui. Et c'est pour ça que ça t'a permis de déconstruire aussi chez toi des représentations parce que oui, t'as reçu des milliers de témoignages à la fois. Complètement. Et ça t'aide à en croire, même quand on lit qu'un seul sur un sujet, t'as pas besoin d'être submergé. C'est ça, vraiment, ça m'a placé tout de suite en position d'oreille en fait. Et même si évidemment ça me touche aussi, quels que soient les témoignages, je me reconnais toujours un petit peu dedans. Mais oui, ça m'a appris à écouter juste et à arrêter de parler tout le temps et plus écouter en fait. Alors un de tes derniers posts sur la page Facebook, c'est un formidable coup de gueule sur être une femme dans la société. Bravo, parce qu'il est... En un seul texte, tu arrives à nous donner envie de pleurer, de désespérer, de se battre et de rire. C'est un peu l'état dans lequel j'étais en l'écrivant. Voilà, tout en même temps. Et du coup, la première question qui m'est venue à l'esprit en lisant ce truc-là, c'est de me demander, ok, donc ça fait 4 ans que tu tiens ce Tumblr, cette page, que tu gères Pays Tachnek. Et si tu devais faire le bilan, ça t'apporte quoi? Ça te donne de l'espoir parce que les choses bougent, ou ça te désespère parce que on est en 2016 et affaire Denis Baupin? Ça dépend des jours en fait. Il y a des jours où vraiment j'y crois parce que je vois tout le monde se mobiliser sur des sujets comme en février sur l'article 14 ou sur certaines choses qui sont dénoncées sur PTS. Je vois une vraie mobilisation et ça me donne des ailes. Je me dis qu'on va y arriver, que les choses vont changer. Et puis il y a toutes les actus autour. En plus, les abonnés font une veille à ma place, donc je suis au courant de tout en temps direct, on va dire. Et il y a des jours où voilà, c'est les actus autour qui me font complètement désespérer, où je me dis on n'y arrivera jamais. Et ça dépend des jours du coup. Mais globalement, pour moi, PTS, c'est plus une grosse source d'empowerment, déjà pour moi, avant même que ce soit pour les autres, quoi. C'est moi tous les jours, je sais pas, ça me motive. Je vois tous les gens qui prennent le projet à bras-le-corps et qui travaillent dessus, qui le diffusent, etc. Pour moi, c'est juste formidable, quoi. PTS, c'est une épopée dans ma vie, quoi. À quel moment tu t'es rendu compte que justement c'était devenu un outil militant, un outil de mobilisation et pas juste un blog entre copines, comme tu le disais au départ quand tu l'as lancé? Je sais pas exactement, je saurais pas dire à quel moment exact. Je pense que moi-même, en fait, j'ai fait un virage
progressif pour en faire un projet plus militant, et que ce soit pas qu'une collection. Parce qu'au départ, quand c'était qu'une collection de témoignages, ça pouvait être potache pour certaines personnes, ça pouvait passer comme un projet potache. Il y en a qui rigolaient, il y en a qui venaient sur PTS pour se fendre la gueule. Et moi, plus ça allait, moins j'avais de recul sur le projet parce que les témoignages se faisaient de plus en plus violents et de plus en plus nombreux. Et il y a un moment où j'ai dit là, je peux plus, il faut plus qu'aucune personne ne puisse venir sur PTS pour rire, il fallait qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Donc j'ai opéré un virage militant très progressif, mais je crois que l'article 14 en février, ça a vraiment été le... Là j'ai percuté en fait. Vraiment, je me suis dit, waouh, le pouvoir de ce projet en fait me dépasse complètement. Et là, ça a été vraiment hyper révélateur. Mais je crois que mon entourage s'en rendait compte bien avant moi en fait. Moi, je sais pas, j'ai la tête dedans, donc je percute pas complètement. Alors, je veux bien qu'on revienne sur l'article 14, parce que toi et moi, on a la moitié de l'histoire. C'est-à-dire que, donc moi, de mon côté, j'ai été alertée par un tweet de l'assistante parlementaire de la députée Marie Leverne, qui avait donc fait inscrire dans un projet de loi de lutte contre l'insécurité dans les transports, un article 14 sur la prévention et la lutte contre le harcèlement sexiste dans les transports. Alors, ça venait de très loin parce qu'il y avait déjà eu une campagne de zèle féminisme, Take Back the Metro, où le but était de mettre en avant que la RATP avait les moyens de dire attention de ne pas mettre les doigts dans les portes, mais pour dire attention de ne pas mettre les mains sur les fesses des filles, il n'y avait plus personne. Il y avait eu aussi tout le plan de lutte contre le harcèlement dans les transports de Pascal Boitard, qui était secrétaire d'État en charge des droits des femmes à ce moment-là. Et donc tout ça avait été repris, et synthétisé et traduit en langage juridique dans cet article de loi. Et en fait, les sénateurs l'avaient tout simplement supprimé au moment où le texte arrivait dans leurs mains. Et donc la députée, qui n'avait aucun autre moyen de mobilisation, a juste fait un communiqué de presse. Et elle-même ne s'attendait pas à ce qu'il soit repris en dehors de sa circonscription, comme la plupart de ses communiqués de presse. Je trouve qu'effectivement, j'ai vu passer le sujet, donc je l'ai appelé, on en a discuté. J'ai fait un article explicatif pour dire voilà ce que je viens d'expliquer à l'instant. Et je te l'ai envoyé par mail à d'autres militantes aussi. Je crois que j'avais eu Oser le féminisme, Stop harcèlement de rue, des collectifs que je sais impliquer sur ces questions-là. Et en fait, toi, tu l'as posté sur ta page. Et alors, ça a déclenché une mobilisation. Oui. Alors, raconte-moi de ton côté, du coup, quand t'as posté l'article, qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les abonnés ont été super énervés. D'habitude, quand je poste aussi des sujets un petit peu politiques, ça réagit moins que sur les publications que j'ai l'habitude de faire sur PTS. Mais là, c'était énervement général. C'est pas possible, c'est intolérable, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut pas laisser faire ça. Les commentaires étaient unanimes. Et il y avait des mads aussi dans les commentaires qui disaient on va lancer une pétition, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait appuyer. Il y avait quelque chose qui démarrait, il y avait une vraie rage collective qui se développait. Donc je me suis dit faut appuyer ça et puis on va essayer, on va voir quoi. On sait pas ce qu'on a. Visiblement, on n'a rien à perdre puisque l'article était déjà supprimé. On a tout à gagner, donc on va voir. Et puis ça a pris des ampleurs pas possibles. On a fait avec 2 modératrices du groupe Les Féministes par Inadvertance, on a fait des dossiers de presse sur le groupe. On a consulté tout le monde pour créer des slogans que j'ai montés en affiches. Et donc on a mis ces affiches en ligne en téléchargement gratuit pour pouvoir les imprimer, mais aussi pour pouvoir les partager sur les réseaux sociaux, etc. Et là, moi je me pensais très naïve en faisant ça. Je disais on va faire des affiches, on va espérer que des gens qu'on ne connaît pas les impriment et les collent. Et puis il y a vraiment plein de gens que je ne connais pas qui les ont imprimés, qui les ont collés partout en France. J'ai reçu des photos, mais vraiment de toutes les grandes villes de France. Et c'était incroyable. Et la pétition a pris de plus en plus d'ampleur. Et on est arrivé à, je crois que c'était 75 000 au final. Ouais, on était à plus de 70 000 en 4 jours. En 4 jours, voilà. C'était un truc, j'avais jamais vu ça, moi. J'étais émue derrière mon écran, en larmes. La team bagarre est vraiment formidable. Ça vient d'où la team bagarre ? Ça vient d'une blague dans les commentaires, en fait. Il y a plusieurs abonnés que je croise très régulièrement, qui sont très actifs dans les commentaires. Et un jour, je sais plus, en rigolant, je les ai qualifiés de team bagarre. Et ça a été repris, en fait, très rapidement. C'est devenu un hashtag qui revient dans les commentaires à chaque fois qu'il y a une petite bastonnade pour recadrer un troll ou quoi que ce soit. Et du coup, ça a pris. Et puis, je me dis que c'est quelque chose à cultiver parce que ça donne un esprit d'équipe justement à toute la communauté et ça revient, mais maintenant ça revient très souvent. Et je suis très contente de cet état d'esprit qui se développe sur la page en tout cas. En tout cas, la team bagarre a gagné une bataille sur cette histoire d'article 14. Les mads en coéquipier,
voilà, ça faudra couper, en en collaboration avec les Mads. Je crois que c'est une seule et même équipe, de toute façon. Oui. Les lectrices de Mademoiselle, celles qui font partie de la communauté sur le forum, je pense qu'elles sont aussi abonnées à Paytashnak, c'est la même communauté, j'ai envie de dire. Mais effectivement, en fait, pour continuer l'histoire, c'est la pétition qui a fait que les sénateurs ont finalement accepté de revenir sur cet article, en tout cas d'en discuter. Sans toute la mobilisation qu'il y a eu, ça n'aurait pas été remis sur la table. C'était fini, c'était acté. Ça a permis de rediscuter de ce texte et visiblement, ça a permis surtout de le conserver parce que la disposition a été réintégrée. Moi, ce qui m'a surpris dans la mobilisation, c'est que je voyais pas pourquoi les gens se mobiliseraient, parce que les gens sont d'ailleurs plutôt opposés à, tu sais, un fait divers, une loi. Oui. Et j'étais vachement surprise en fait que sur une disposition qui finalement était extrêmement symbolique, pas forcément concrète, il y ait une mobilisation aussi forte. Oui, je sais pas, là, ça a fait l'unanimité, quoi. C'était, mais immédiatement, en fait. Il n'y a même pas eu à en discuter. Moi, j'ai posté ton article, j'ai pas débattu plus que ça, j'ai pas expliqué plus que ça ce que tu développais à l'intérieur. Ça a été, je sais pas, ça a été immédiat, ça a touché tout le monde. Je pense que maintenant, on est arrivé à un stade où le harcèlement sexiste est devenu un vrai sujet. Et les personnes qui le vivent sont décidées à se battre pour le faire reculer. Et je pense que là, on est arrivé à un stade où c'est plus possible de faire l'impasse sur ce sujet-là et c'est plus possible de le dénigrer. C'est bien sûr, tout le monde y arrivera encore, mais en tout cas, il y aura toujours une riposte. Ça sera plus ignoré en tout cas. C'est ça en fait, c'est ça qui a vraiment saoulé tout le monde, c'est de pas te dire ok, vous avez supprimé une disposition, c'est plus le côté, en fait, vous ne traitez pas le problème. Voilà. Et une fois de plus, vous l'ignorez. Et vous ne le prenez pas au sérieux. Ouais, c'est ça. De toute façon, sur ces sujets-là, il y a toujours énormément de déni, en fait. Et je crois que là, on n'en peut plus de ce déni, justement. Il faut que ce soit pris au sérieux une fois pour toutes et arrêter de blaguer là-dessus. Enfin, c'est un peu ça qui a motivé le texte que j'ai écrit dont tu parlais. C'était le fait de voir que maintenant, on fait des blagues à l'Assemblée en disant « tu vas te prendre une Baupin », etc. Je dis ça, c'est pas possible. C'est juste pas possible qu'on en rigole encore. C'est pas possible. Donc la communauté qu'il y a maintenant de toutes les femmes, toutes les personnes qui vivent le harcèlement de rue, les abonnés de PTS, les MAD, etc., maintenant se soulèvent systématiquement sur ces choses-là et c'est un vrai bon signe, je trouve. Alors j'ai relevé plusieurs phrases dans ton texte que j'ai adoré, mais il y a une phrase que je voulais te citer, tu as écrit, donc être une femme, c'est savoir qu'on ne verra pas l'égalité de son vivant, mais essayer éperdument de lui donner de l'élan. C'est pessimiste, non ? C'est pessimiste, mais si on veut lui donner de l'élan, c'est parce qu'on sait qu'il va y avoir des progrès associés. Moi, quand je parle de l'égalité, c'est l'égalité parfaite. Et là, oui, c'est pessimiste, mais je sais parfaitement que je ne la verrai pas, l'égalité parfaite. Mais j'espère qu'ensemble, on va améliorer les choses pour les générations d'après, comme les féministes des générations précédentes l'ont fait. Elles ont amené des grandes révolutions et il y a encore des problèmes à régler. Et voilà, on sait qu'on ne verra pas une situation parfaitement égalitaire d'ici 30-40 ans. Donc, mais en tout cas, on va la rendre le plus égalitaire possible. Ok, en fait, c'est pas pessimiste, c'est ambitieux. C'est ambitieux, oui, je crois. Tout ce qu'on fait, ça participe à la construction de quelque chose de bien meilleur. Et même si on n'en verra pas les fruits forcément dans les prochaines années, on va dans la bonne direction. Ouais. Oh, j'adhère à ça. J'y crois. Alors, j'ai une théorie sur le militantisme que j'aimerais partager avec toi. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Tu parlais de la pilule rouge pour le moment où tu es sensibilisée au féminisme et après tu n'arrives plus à l'ignorer. Et moi j'ai l'impression que c'est passé par les étapes du deuil, du monde dans lequel tu pensais vivre. Parce que personnellement je suis née dans les années 80, donc dans un monde où j'avais les mêmes droits civils et politiques que mes frères. Et je suis la première femme de ma famille dans ce cas. D'accord. C'est assez flippant. Mais en fait, j'ai grandi en pensant que il n'y avait pas de problème d'inégalité de genre, puisque voilà. Et ça m'a fait un vrai choc le jour où je me suis rendu compte que, si, en fait, le sexisme, ça existe. Et donc, c'est le moment où je suis devenue féministe en conséquence de ça. Donc, avant ça, il y a eu beaucoup de déni. Ah non, mais c'est parce que je suis jeune qu'on me parle mal. Ah non, mais c'est parce que c'est ma tenue qui fait qu'on me siffle dans la rue. Ah non, mais c'est plein d'excuses jusqu'au jour où tu peux plus les ignorer. Donc, le choc. Et après vient la colère. Et la phase de colère, elle est extrêmement longue.
Oui, je sais pas si elle s'arrête à un moment donné en fait. Alors, je sais pas. Je pense que je pense que je suis toujours en colère, mais en tout cas, j'ai arrêté de laisser la colère me dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'en es où? Moi, elle me dépasse toujours. Ouais, je suis très en colère. Après, j'essaie de, je sais pas, de modeler ma colère de sorte à ce qu'elle soit audible euh, et qu'elle soit diffusable. Mais je pense que la colère, c'est quelque chose de très sain, en fait. Une fois qu'on se met en colère, justement, c'est là qu'on commence à faire bouger les lignes. Donc, mais oui, j'en suis à ce stade où je me suis mise très en colère, ça m'a complètement dépassée, c'est allé au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et maintenant, j'essaie d'en faire quelque chose de cette colère. Mais je pense que je serai indéfiniment en colère. Mais est-ce qu'elle t'affecte encore? C'est-à-dire que la colère comme énergie positive, productive, Ouais. là j'adhère complètement, c'est comme ça que j'utilise la mienne, mais j'ai arrêté en fait de passer des nuits blanches ou de moi-même me laisser, de me laisser affecter en Ouais. fait par des problèmes qui me dépassent clairement. Tu vois ce que je veux dire? Ça, je sais pas si j'y arrive encore là. Je suis encore. Ouais, le texte que j'ai fait là, c'en est la preuve même en fait. Là, je me suis. Il y a un moment, je me suis retrouvé un peu à genoux là. Face à toutes les actus qu'il y avait, face à ce qui se passe sur PTS aussi, parce que bon, il y a la communauté qui est magnifique, mais il y a aussi les trolls qui prennent beaucoup de place. Et non, il y a des moments où je me retrouve quand même bien à genoux et où j'en peux plus et où j'ai l'impression voilà, que ça s'arrêtera jamais, où je suis très en colère. Donc non, moi, je maîtrise pas encore bien cet aspect-là. Je me laisse encore aspirer par ce qui se passe. Alors tu parles de ta communauté, c'est vrai que je viens de réaliser que tu es la modératrice de ta propre page Facebook. Oui. Un job à plein temps, j'imagine. À plein temps, non, parce que j'ai un vrai métier à côté, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc t'es le témoin direct de l'opposition des deux camps idéologiques, entre C'est ça. les féministes, avec toute leur diversité, et les autres, j'ai envie de dire. C'est ça. Ça donne quoi? Ça donne quoi, vraiment, au quotidien de... C'est hyper fleuri. C'est d'une violence assez incroyable. Et bon, maintenant, avant j'essayais de discuter avec le troll masculiniste. Maintenant, je n'essaye plus. L'abnégation. Je censure directement maintenant. Je ne cherche plus à parler. J'ai compris que je perdais du temps. Non, c'est assez incroyable, mais hyper révélateur. Je devrais faire une étude sociologique de ce qui se passe là-dessus, mais je suis pas très douée en sociologie. Et non, je sais même pas comment dire en fait, parce que c'est pareil, les gens qui vont venir sur Paytachnek pour attaquer les féminismes ou pour attaquer les initiatives, les luttes, etc., ont aussi des profils hyper variés. Et donc, il n'y a pas, de la même manière, il n'y a pas de sociologie du harceleur de rue, il n'y a pas de sociologie du troll sur les pages féministes, en fait. Ça va du très raciste au très masculiniste, au très flippé de perdre ses droits et ses privilèges, au troll de base qui est juste venu pour foutre la merde. C'est l'Internet, on est là pour C'est rigoler. Internet, c'est la cour des miracles, bon, il y a un peu de tout. Mais il y a toujours la team bagarre qui m'aide. Je suis toute seule à la modération, mais je suis pas vraiment toute seule dans les faits parce que bien souvent quand j'arrive et que je découvre un troll, il y a déjà 4-5 abonnés qui lui en ont mis plein la tronche. Donc, donc je suis bien épaulé quand même. Est-ce que tu vois la différence entre donc, ce qu'on va appeler les masculinistes, donc c'est des gens qui défendent une idéologie contraire à l'égalité, tout simplement, et ceux qui sont ignorants, en fait? Je pense que c'est un peu les mêmes quand même. Hein. Je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a une grosse ignorance derrière le masculinisme. Il y a aussi de la mauvaise foi et une volonté de préserver, de protéger ses privilèges. Mais je pense que c'est un peu les mêmes, moi, quand même. Je pense qu'on passe de l'ignorant au masculin très rapidement, en fait. Et qu'on peut aussi naviguer entre les deux assez facilement. Et t'as jamais vu des ignorants, des commentaires ignorants sur ta page être justement récupérés et par des militantes qui, par leurs réponses, et en fait le mec changer d'avis ou se rendre compte, etc. C'est jamais Oui, arrivé? ça arrive quand même. Ça arrive, ok. Ça arrive. Mais alors, il faut user de pédagogie, et, je disais, de douceur, de volupté. Parce que si on arrive un petit peu trop énervé, enfin, il n'y a jamais trop énervé sur PTS, hein, mais selon le ton qu'on emploie, ça change complètement la phase de la discussion, quoi. Donc il y a parfois des discussions constructives où effectivement quelqu'un finit par dire c'est vrai, vous avez raison, je ne me rendais pas compte de ça. Bon, mais ça va me faire réfléchir, etc. On balance des articles, on essaie de faire quelque chose d'intéressant. Mais si on arrive énervé, ça ne marche jamais. Jamais.
Et comment ça se passe dans la vraie vie, j'allais dire? T'es C'est aussi pareil. la féministe où tout le monde vient te faire des commentaires et des remarques? Ben, je suis pas entourée, moi, de militants autour de moi dans la vraie vie. En fait, je suis un peu la seule. J'ai deux, trois copines qui se disent féministes, mais je suis la seule militante, on va dire, de mon entourage. Et donc, on m'attend. Ben, ça dépend, en fait. Il y en a qui m'attendent au tournant. Et quand je reviens, là, je vivais à l'étranger pendant 3 ans. Là, je suis revenue. Il y en avait certains qui me disaient alors, c'est quoi le féminisme, selon toi? Bon. Alors, Ton avis sur les femmes? voilà, toujours. Est-ce que tu montes tes seins? Non, pas moi. Et puis c'est pas ça le problème. Enfin bref. Donc c'est systématique. Et puis il y a au contraire les gens qui trouvent ça génial et qui m'encouragent à fond. Mais c'est vrai on me branche tout le temps sur ces sujets. Ce qui me fatigue parfois parce que je ne suis pas que militante féministe et je ne m'appelle pas Peita Schneck. Mais bon, j'accepte ce rôle-là, quoi. C'est de bonne guerre. Ça me fait penser à un article que j'avais adoré. C'était sur le site de The Onion. Je sais pas si tu connais, c'est le site parodique américain, donc c'est le Gorafi américain, entre D'accord. guillemets. Et en fait, c'est un vieil article, mais c'était écrit sous la forme d'un fait divers où le titre était tous les jours, elle prend 30 minutes de pause du féminisme, Ouais. où une femme expliquait que, écoutez, c'est juste trop compliqué, donc une demi-heure par jour, je m'autorise une pause et ça me permet de pouvoir regarder un magazine de mode, une série à la télévision, une émission de télé-réalité, qui sont des activités que sinon je ne peux pas faire, étant donné que les sexismes est partout. C'est exactement ça, ouais. Est-ce que tu prends des pauses du féminisme dans ta vie? Oui, moi je prends des pauses beaucoup et en fait des fois je me cumule les deux. C'est-à-dire je regarde une émission de télé-réalité en modérant Peita Schneck. C'est le paradoxe. D'ailleurs, régulièrement je suis énervée par quelqu'un sur PTS et d'un coup j'entends un truc à la télé. Mais c'est pas vrai, ils sont partout. C'est fatigant ce C'est monde. fatigant, mais en même temps je vois pas comment je pourrais, quel film, quelle série. Il y a très peu de séries quand même qu'on peut regarder qui sont safe de ce point de vue-là. Donc bon, je m'autorise tout, moi en fait, je m'interdis rien et je fais des pauses. En fait, je suis en pause permanente en fait. J'essaie de débrancher aussi mon cerveau pendant que je modère Peita Schneck parce que sinon c'est pas viable à long terme. Une autre phrase de ton texte que j'ai retenue. Alors, être une femme, c'est refuser les règles établies sous peine de s'oublier. Ça veut dire quoi? Oula, ça veut dire plein de choses. Enfin, être une femme, je parle de ce que c'est qu'être une femme dans mon cas. Et moi, je me dis que si j'accepte les règles dominantes, sexistes, etc., je vais perdre la femme que je suis en fait. Moi, j'estime que le féminisme et Peita Schneck ont fait de moi une femme vraiment accomplie, qui s'assume pleinement dans ses activités, dans ses choix, dans ses convictions, etc. Et si je sais pas, si j'accepte de jouer le jeu des règles dominantes, je m'oublie, je disparais, je m'efface, j'ai l'impression de me gommer de la carte en fait. Et c'est ça que je voulais dire en fait, c'est dire je refuse de m'oublier au nom d'une histoire patriarcale et de restes comme ça, de préhistoire qu'on continue de cultiver. Je refuse ça. Je veux être quelqu'un dans cette société, je veux m'assumer, je veux être fière de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je pense. Et donc pour ça, ça passe par refuser les règles établies en fait. Sinon ça peut pas marcher. Mais il n'y a pas de place pour il n'y a pas de place pour toutes les femmes dans la société selon les règles établies. Voilà. Tu peux être la mannequin très belle, etc. Tu peux être très intelligente, très cultivée, etc. Mais en fait, si tu cumules les deux, t'es en dehors des bonnes cases. Ça commence à poser souci. Et dans tous les cas, je veux dire, j'ai l'impression qu'on est né avec une main comme un jeu de cartes dans laquelle on n'a pas la main gagnante. Voilà. C'est-à-dire que si t'es un mec viril, etc., sportif, beau gosse, machin, t'as à la limite une main gagnante, tu vas être au top du game de la vie. Mais nous, dans notre deck, il n'y a juste pas les bonnes cartes. C'est ça. Mais il faut apprendre à bluffer, il faut apprendre à jouer avec ces cartes-là. Mais je trouve que c'est aussi pour ça que je finis en disant que je suis très fière, etc. C'est parce que je trouve que c'est un vrai challenge, en fait, d'être une femme et de se placer, de se positionner dans cette société. C'est un vrai défi qui est beau et qui est hyper compliqué. Et en plus, moi, je suis blanche, je suis hétérosexuelle, il y a quand même plein de difficultés que rencontrent plein de femmes que moi je rencontre pas. Donc je suis quand même j'ai quand même une bonne main en n'ayant pas la meilleure, mais j'ai quand même une bonne main. Donc, mais je trouve que le défi est intéressant pour moi dans ma vie, en tout cas, c'est ce qui me permet de m'élever en fait, de me dire il faut vraiment que je le vive comme un challenge. Et c'est pas une guerre, à mon sens, c'est un challenge.
à relever. Et depuis PTS, je me dis que je le relève de plus en plus et je suis de plus en plus je sais pas, droite dans mes bottes et je me sens de mieux en mieux grâce au féminisme en fait. Et tu reçois aussi des messages de filles, de jeunes femmes qui te disent que tu les as aidées à prendre le pouvoir sur leur propre vie? Alors, prendre le pouvoir sur leur propre vie, c'est un peu. Ce serait. Enfin, ça me ferait chialer. Mais non, mais il y en a qui me disent que ça les aide de savoir qu'il y a un espace sur lequel elles sont entendues, sur lequel leur colère est légitime, sur lequel elles vont recevoir du soutien, le fait de savoir qu'il y a d'autres femmes qui se battent, qu'elles ne sont pas seules, etc. Donc oui, je reçois des témoignages qui me disent que mon projet est utile et qui sert. Après, je reçois aussi des témoignages, c'est extrêmement flippant, enfin flippant, triste. Je reçois des témoignages de filles, souvent de jeunes filles, qui ont été violées, agressées sexuellement, etc., et qui ne savent pas à qui en parler, et qui m'envoient un message à moi. Elles connaissent même pas mon nom, c'est la fille de Paye Tachnek, tellement elles sont désemparées, tellement elles savent pas à qui parler. Et là, moi-même, j'essaie de les orienter vers des assos qui peuvent les aider et tout, mais en ce moment, je reçois beaucoup de ces messages-là, en fait. Et c'est tragique de se dire que on les écoute tellement pas, on les prend tellement pas au sérieux qu'elles en arrivent à parler à une blogueuse et avec qui elles n'ont jamais discuté. Tous les messages que je reçois sont hyper révélateurs de toutes les problématiques que je dénonce, en fait. Et plus j'en reçois, et plus je suis énervée, et plus j'ai envie de taper du poing sur la table et de faire changer les choses une fois pour toutes. Tu voudrais qu'il y ait plus d'action politique sur ce thème, mais quoi comme action? Alors, pour moi, la politique, c'est un des outils, mais c'est pas l'outil. Pour moi, la vraie lutte, elle se situerait au niveau de l'éducation, en fait. C'est vraiment là, il faut qu'on arrête de fabriquer des comportements inégalitaires. Sur tous les sujets, hein, sur le sexisme, le racisme, sur tous les plans. Et donc, il faut démarrer par en parler avec les enfants, avec les ados, mais faire un réel plan d'éducation. La politique, pour moi, si la politique prend le sujet à bras-le-corps, évidemment, sur le thème du harcèlement de rue, par exemple, on ne va pas mettre un flic derrière chaque femme qui se balade dans la rue. À mettre en pratique, c'est très compliqué. Mais il y a une grosse symbolique, en fait, de dire que dans ce pays, on refuse ces comportements et que ce n'est pas admis et que ce n'est pas tolérable. Et c'est surtout un message fort, en fait, moi, que j'attends de la part des politiques, qui va être symbolique, qui va pouvoir se mettre en place par moment, mais il faut déployer une pieuvre, en fait, qui agisse à tous les niveaux. Il y a la politique, il y a le système judiciaire aussi, sur lequel il faut travailler, l'éducation, la formation des gens qui sont censés accueillir des victimes. Enfin, c'est un sujet sans fin, mais la politique, c'est un outil parmi d'autres, quoi. C'est pas une fin en soi. Oui, c'est pas un secrétariat aux droits des femmes qu'il nous faut, c'est un gouvernement féministe. Je pense pas que ça passerait. Je pense qu'on se prendrait des lance-flammes mais rapidement. pourtant, tu l'as dit toi-même, c'est la base, c'est-à-dire qu'un gouvernement féministe, ce serait juste un gouvernement qui dirait de base, voilà. on ne discrimine pas selon les genres. Voilà, ce serait un gouvernement de bon sens, je suis d'accord. Pourquoi tu as un gouvernement paritaire, monsieur Justin Trudeau? Parce qu'on est en 2015. Mic drop. Lui me fait complètement rêver. Ce qui se passe au Canada en ce moment, c'est juste fabuleux. Mais oui, non, oui, mais effectivement. C'est sûr que ça change pas du jour au lendemain, mais en fait, au niveau du discours, ça fait une différence fondamentale. Exactement. Déjà de délégitimer tout le discours masculiniste que tu dénonçais tout à l'heure. Oui, si ton gouvernement commence par dire l'état de fait est celui-ci, et on ne tolère pas ça. C'est clair que ça change beaucoup de choses et ça change l'ambiance directement, quoi. C'est là tout de suite. Ah oui, d'accord. Enfin, moi, chaque fois que je vois une vidéo où il s'exprime, je ne comprends pas pourquoi on n'a toujours aucun politicien qui a réussi à parler comme ça en France. Il n'y a aucune, parce qu'on a eu, il y a eu Najat Vallaud-Belkacem, Pascal Boitard qui ont commencé des initiatives, mais avec le nouveau ministère. Mais qui ont dû se battre bec et ongle pour faire. Oui, qui ont dû se battre comme pas possible. Et puis on revient en arrière là, maintenant on est au ministère du babysitting, du ménage et des droits des femmes, avec une ministre qui, pour l'instant, ne s'est pas manifestée sur les questions qui me concernent du harcèlement de rue. Je crois que Stop Harcèlement de rue essaie de la relancer régulièrement sur Twitter, il n'a toujours pas de réponse. Donc à chaque fois on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, systématiquement, et du coup on a toujours le sentiment de ne pas être pris au sérieux. Et effectivement, il faudrait qu'on ait enfin un gouvernement qui juste assume ses convictions sur les thèmes des égalités, de toutes les égalités, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le sexisme à traiter.
Mais je sais pas, en fait, je crois que je suis à un stade là, ces jours-ci, quand j'ai écrit ce texte, justement, c'était pas en désespoir total. Et je crois que j'ai du mal à me ressortir de cette phase désespoir. Peut-être que si on avait discuté dans une semaine, je t'aurais dit, on va y arriver, oui, la politique, il faut qu'elle prenne le truc à bras le corps, mais là, je suis fatiguée là. C'est vrai que moi, l'affaire Beaupin m'a foutu un gros coup Ah ouais. au moral parce que de me dire que, mais si même les femmes politiques ont peur de parler, qui va oser en fait? Si, même elles osent pas, qui va oser? Mais en même temps, elles ont osé parler. Elles ont osé, et puis Et c'est pas ça le ça sujet en bouge. plus. On s'est vachement concentré sur pourquoi les femmes n'ont pas parlé. Mais dans l'entreprise, je crois que c'est 90% des femmes qui dénoncent une agression sexuelle sont poussées à la sortie. 95%. 95%. Dans l'année, encore de mieux. changer de job. Changer de job ou être poussées à la démission, etc. Donc elles ont une pression monstrueuse sur les épaules pour le dénoncer. Le sujet, c'est pas pourquoi elles l'ont pas dénoncé, c'est pourquoi. Ça fait des années qu'on sait que ça se produit. En plus, c'est pas nouveau. L'année dernière, il y avait les journalistes qui en parlaient. C'est pourquoi ça n'a toujours pas bougé et pourquoi il y a cette espèce d'immunité générale sur ces comportements-là. C'est plus ça la vraie question. Et puis pourquoi il y a encore ces comportements-là? Comment on peut légiférer sur l'égalité des genres et pratiquer la discrimination sexiste soi-même? Comment c'est possible? Je me pose la même question. En fait, je ne sais pas si ils réalisent que ces gens-là ont ce comportement. En fait. Je ne sais pas s'ils le réalisent ou si en fait pour eux c'est de la drague, c'est de la séduction un peu rustre à la française, je sais pas quoi. J'ai vraiment du mal en fait. Je comprends pas. Je m'explique pas complètement non plus. Puis je pense qu'il y a aussi un petit faites ce que je dis mais pas ce que je fais quoi. Il y a la parole publique et puis les actes en privé. Et moi ça c'est ce sujet-là m'énerve profondément, quoi. Et puis le traitement qui en a été fait, justement le fait qu'on se concentre sur pourquoi les femmes n'en ont pas parlé, merde, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pourquoi il y a des agressions sexuelles dans ce milieu-là, dans tous les milieux, et pourquoi même dans ce milieu-là, il y en a. Pourquoi ils sont pas censés donner l'exemple, ils sont pas censés... Moi, ça m'a mis complètement à genoux, cette affaire. Est-ce que la Team Bagarre a un message à adresser à tous les décideurs publics? Bougez-vous. Juste bougez-vous une fois pour toutes, c'est qu'on n'en parle plus après quoi. Mais bougez-vous. Je sais pas quels intérêts il y a à défendre de toute façon, à ne pas faire avancer les questions d'égalité. On a tout à y gagner. Tout le monde a tout à y gagner, pas seulement les femmes d'ailleurs. Donc juste bougez-vous quoi. Il y a un slogan je crois que c'est les Nations Unies, le groupe des défenseurs des droits des femmes, qui dit qu'on ne peut pas gagner un match avec la moitié de l'équipe. Ben, c'est ça. Alors moi j'ai une dernière phrase que j'ai adorée dans ton texte et qui m'a fait pleurer. Être une femme, c'est mériter la lune et aller la décrocher soi-même. J'ai du mal à la prononcer oralement, à chaque fois elle me foulait. J'ai beaucoup pensé à ma mère en écrivant cette phrase, et d'ailleurs quand je lui ai lu le texte, on était en larmes, c'était hyper émouvant, mais oui, moi j'ai cette impression-là, en fait, de dire comme on parle justement avec pas forcément la bonne main, pas les bonnes cartes, du coup on mérite d'autant plus de gagner la partie, en fait, mais il faut développer soi-même ses stratégies, il faut développer beaucoup plus de courage, de persévérance, d'endurance. Et pour moi, n'importe quelle femme mérite la lune à partir du moment où elle a envie de la décrocher, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir la décrocher. Et ouais, et c'est ma maman cette phrase. Elle a décroché plusieurs lunes, elle. Merci beaucoup Anaïs. Merci à vous. Rendez-vous sur Paytachnek, le Facebook et le Tumblr. Et à très vite avec la Team Bagarre. À bientôt. Et on a lancé la pétition pour obtenir une réduction de la TVA sur le prix des produits d'hygiène féminins.